Salut les kids, c'est Lovalist. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 5 dates qui ont marqué l'histoire du rugby et son évolution en tant que sport. Bien évidemment, il y a de nombreux autres faits qui ont marqué l'histoire du ballon ovale et dont je vais pas parler dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, mais je pense que les 5 que j'ai retenus sont assez importants à connaître, c'est des dates clés de l'histoire du ballon ovale, et j'ajoute aussi que j'ai pris le parti de ne pas parler de matchs en particulier, ça fera l'objet d'une autre vidéo de parler des matchs historiques, et en tout cas, voilà, c'est que des moments clés de l'histoire du rugby. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 dernières publications, donc sur les transferts et sur les plus gros scandales du rugby. J'ai l'impression que ça vous a plu et sachez que ça me fait très plaisir. Vous avez été très nombreux à vous abonner, donc bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Aussi, sachez que je vais bientôt faire une vidéo foire aux questions, une vidéo FAQ, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Et donc, si vous avez envie de me poser des questions pour que j'y réponde dans une prochaine vidéo, vous écrivez votre question en commentaire avec le hashtag FAQ. C'est important d'avoir le hashtag FAQ pour que je puisse filtrer les commentaires. Et donc, je sélectionnerai les questions et j'y répondrai. Mais trêve de blabla, passons aux choses sérieuses. Le premier moment dont j'aimerais vous parler, c'est l'écriture des règles du rugby. Parce que oui, on retient souvent la date de 1823, parce que ce serait l'année où, a priori, un jeune étudiant du nom de William Webb Ellis de la ville de Rugby se serait emparé du ballon à pleine main durant un match de foot pour aller le déposer derrière les buts adverses. Et comme ça s'est passé dans la ville de Rugby, on a appelé ça le rugby football, donc en gros le football de la ville de Rugby. Mais au fil du temps, seul rugby est vraiment resté. Mais ça, c'est vraiment pour le folklore, parce qu'à l'époque, le rugby, bien que joué en partie à la main, n'a rien à voir avec le sport que l'on connaît aujourd'hui. Et c'était surtout une sorte de jeu collectif avec du contact, mélangeant les passes au pied et les passes à la main, et dont les règles, chose importante, pouvaient même différer d'une équipe à l'autre. Dans les faits, la naissance du rugby a pris de nombreuses années et s'inscrit dans le contexte des public schools anglaises. Donc en gros, les public schools, c'est des écoles réservées aux élites britanniques, et où le sport était vu comme un excellent moyen de canaliser l'énergie des jeunes garçons, de leur inculquer des valeurs morales, en quelque sorte de leur forger le corps et l'esprit. Et donc à l'époque, comme je le disais, chaque école joue sa propre version du rugby football et adopte ses règles un petit peu à sa sauce. Mais dans les années 1830, il se passe quelque chose d'assez majeur en Angleterre, c'est le début de la révolution industrielle. Qui dit révolution industrielle dit développement du chemin de fer et donc raccourcissement des délais de transport. Donc en fait, les écoles qui étaient souvent isolées les unes des autres vont commencer à être de plus en plus connectées entre elles. Et donc avec l'apparition de ces nouvelles voies de transport et de communication, viennent la mise en place de championnats sportifs scolaires. Et donc vous vous en doutez, pour pouvoir jouer entre elles, ces équipes scolaires, elles doivent avoir les mêmes règles, elles peuvent plus se permettre d'adapter chacune un petit peu le jeu à leur façon. En 1846, les élèves de différentes public schools anglaises s'accordent alors sur une première version des règles du rugby football pour en harmoniser la pratique. Mais c'est en 1863 que va s'opérer le véritable changement, puisqu'il va y avoir une scission entre d'une part la Football Association, où on peut pas porter le ballon à la main, donc c'est l'ancêtre du football actuel, et d'autre part le rugby football, qui est lui l'ancêtre du rugby de maintenant. Le rugby, bien qu'encore très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, vient alors officiellement de naître. La deuxième date historique dont j'aimerais vous parler, et qui est étroitement liée à la première, c'est celle du premier match international de l'histoire. En 1871, dans une volonté de se démarquer de sa rivale de la Football Association, est créée la première fédération nationale, la Rugby Football Union, autrement dit la fédération anglaise de rugby, et qui existe toujours aujourd'hui sous le même nom d'ailleurs. Pour asseoir sa crédibilité et sa légitimité face à son rival du football qui a déjà joué des matchs internationaux, la Rugby Football Union cherche alors à organiser à son tour une rencontre internationale. Et dans le même temps, un journal sportif écossais, le Bells Weekly, publie une tribune signée par les capitaines de 5 clubs écossais et qui invite n'importe quelle équipe venant d'Angleterre à venir disputer un match contre eux. La fédération anglaise saute alors sur l'occasion et monte une équipe pour se rendre dans la capitale écossaise. Le match aura lieu le 27 mars 1871 dans le stade Rayburn Place, devant un public de 4000 personnes et se soldera sur la victoire écossaise 1-0. Parce que oui, à l'époque, les essais ça valait rien. Un essai, comme son nom l'indique, ça donne juste le droit à essayer de taper entre les poteaux. Mais globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est l'Écossais Angus Buchanan qui a marqué le premier essai international de l'histoire. Et accessoirement, que les Anglais ont perdu leur premier match international face aux rivaux de toujours, ça fait plaisir. Pour la troisième date maintenant, on va avancer un petit peu au début du XXe siècle, puisque je vais aborder la tournée des Originals de 1905. Alors les Originals, c'est le nom qu'on donne à l'époque à l'équipe de Nouvelle-Zélande, mais je vais remonter un petit peu dans le temps pour remettre les choses dans leur contexte. On est à la fin du 19e siècle, et les pays du Commonwealth emboîtent le pas à leur métropole en commençant à disputer des rencontres internationales. Au cours des années 1880, les équipes australiennes et néo-zélandaises s'affrontent lors de tournées. Toutefois, il faut noter qu'il ne s'agit pas encore de sélection nationale, mais plutôt d'équipes de province qui viennent se rendre visite mutuellement. Et il faudra attendre 1892 pour que la New Zealand Rugby Union
School se forme avec pour mission d'unifier le rugby des différentes provinces de l'archipel. Même si ça va prendre pas mal de temps parce que des points de discorde vont continuer à persister entre les provinces majeures de l'île du Sud, donc Canterbury, Otago, Southland, et elles vont refuser en fait d'être sous la tutelle de provinces de l'île du Nord. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Toujours est-il que le premier match international officiel de la Nouvelle-Zélande a lieu le 15 août 1903 à Sydney, face à l'Australie. Et il faut aussi noter que l'année suivante, lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais, la Nouvelle-Zélande va disputer 5 matchs face aux Britanniques. Et cela a son importance puisque la Nouvelle-Zélande va réussir à décrocher 2 victoires face à des Britanniques qui étaient pourtant jusque-là invaincus. Et ces bons résultats vont alors propulser le projet d'une tournée de la Nouvelle-Zélande en Europe. À l'été 1905, ce sont alors 27 joueurs kiwis qui sont retenus pour le grand voyage, emmenés par l'illustre capitaine Dave Gallagher. Au programme, une tournée de 35 matchs s'étalant sur plus de 7 mois, face à des équipes de comtés, de provinces, de districts, mais aussi face à des équipes nationales comme la France, l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse, et ils feront même un détour par les États-Unis où ils y affrontent des équipes locales. Si cette tournée des Originals est aussi légendaire, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, sur les 35 matchs disputés, 34 se soldent par une victoire, soit un pourcentage de réussite de 97%. C'est juste énorme. Au final, seule une petite défaite 3-0 est concédée face au Pays de Galles. Mais outre ce ratio écrasant de victoires, c'est surtout la technique et l'intelligence de jeu de ces Néo-Zélandais qui vont impressionner le public et leurs adversaires de l'époque. Les Kiwis semblent avoir un train d'avance dans la tactique rugbystique, puisque leurs avants ont chacun un rôle spécifique dans la mêlée, alors que leurs adversaires, eux, sont beaucoup moins organisés et se placent selon le principe du premier arrivé, premier servi. Donc en gros, les premiers avants qui arrivent sur la mêlée se placent en première ligne, ceux qui arrivent un petit peu après en deuxième ligne, et les retardataires se placent en troisième ligne. Et donc ce placement un petit peu aléatoire se fait sans prendre en compte les qualités de chacun. Vous vous rendez compte que c'est pas du tout efficace. Mais derrière également, les Originals ont pour habitude de jouer en 5/8e, c'est-à-dire de jouer avec 2 ouvreurs, 2 numéros 10. Le numéro 12 étant un parfait suppléant pour son ouvreur, doté d'une gestuelle et d'un jeu au pied très utile pour trouver des solutions. Mais surtout, c'est au cours de cette tournée que les Néo-Zélandais vont hériter du surnom de All Blacks. On raconte souvent que cette appellation, elle vient d'une erreur de typographie d'un journaliste anglais qui voulait écrire « ce sont tous des arrières », donc « they are all backs », en référence à la très bonne technique individuelle des avants néo-zélandais, mais qu'il aurait finalement écrit par erreur « they are all blacks », ce qui matchait plutôt bien avec la couleur sombre de leur tenue. Mais dans les faits, il semblerait que le terme « all blacks » ait été véritablement employé par un autre journaliste qui disait que les Originals étaient « all blacks », donc tout de noir vêtus, parce qu'ils portaient le deuil de leurs adversaires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le nom All Blacks est resté et demeure porteur d'une aura particulière qui fait frémir tout amateur de rugby. Date numéro 4, il s'agit de la première Coupe du Monde de rugby à 15 de l'histoire. Alors que son homologue du football a organisé sa première Coupe du Monde en 1930, il faudra attendre la fin des années 80 pour que se concrétise le projet d'une Coupe du Monde dans le rugby. Il faut dire que le ballon ovale, fidèle à ses valeurs d'amateurisme et par crainte de voir son sport se professionnaliser, s'est toujours montré assez réticent à l'idée d'organiser une telle compétition. Et ses dirigeants se sont toujours montrés assez conservateurs sur le sujet. Pourtant, la France en avait plusieurs fois évoqué l'idée, d'abord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et une autre fois au milieu des années 70. Malheureusement sans grand succès, notamment face au conservatisme des nations anglo-saxonnes. Cependant, en 1885, l'International Rugby Board, ou IRB, c'est l'ancêtre de World Rugby, et qui est alors composé de 8 nations majeures, se réunit pour aborder le sujet. Les fédérations britanniques et irlandaises s'opposent vivement à cette idée qu'ils jugent farfelue, tandis que la France, elle, se rallie à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. L'Afrique du Sud, quant à elle, bien qu'exclue en raison de son régime d'apartheid, choisit finalement de soutenir le projet. Mais à la suite de ce débat houleux, est organisé un vote secret qui va faire bouger les lignes. En effet, Gallois et Anglais changent d'avis, et il est décidé alors de confier l'organisation de la première Coupe du Monde à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, qui vont partager en gros les stades de la compétition. Au final, la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire voit le jour en 1987 et réunit 16 nations au total. Donc les 7 membres de l'IRB, 7 parce qu'on a exclu l'Afrique du Sud, mais aussi le Zimbabwe, l'Argentine, le Canada, les USA, le Japon, l'Italie, la Roumanie, les Fidji et les Tonga. A noter que les Samoa à l'époque ne sont pas invités pour des raisons politiques, alors que leur équipe était pourtant à un niveau bien supérieur que la majorité des nations présentes. Il faut aussi savoir que l'URSS avait été invitée à l'époque, mais elle a décliné l'invitation en accusant l'IRB de ne pas exclure l'Afrique du Sud de son comité directeur. Et ce, vous l'avez compris, même si les Springboks ne concouraient pas. A noter que pour cette première édition, il n'y a pas eu besoin de match de qualification pour y participer. Cela explique peut-être le grand écart qu'il y a eu entre d'un côté les nations de l'IRB qui ont survolé la compétition, et de l'autre les nations invitées qui ont pris de sacrées tôles en poule. Cette première Coupe du Monde est remportée le 20 juin 1987 par les All Blacks sur le score de 29-9 face aux 15 de France de Pierre Berbizier et de Serge Blanco, et depuis la Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans, et la prochaine, vous le savez, c'est en 2023, en France.
On finit maintenant cette vidéo avec une 5e date, c'est l'entrée du rugby dans l'ère professionnelle. Véritable succès en termes d'audience, les premières Coupes du Monde 87, 91, 95 ont mis les fédérations nationales face à leurs propres contradictions. En effet, comment continuer à prôner un amateurisme sans faille alors que l'on demande à ces joueurs de partir durant plusieurs mois, exposés devant des millions de téléspectateurs et générant autant de millions en droits TV et publicitaires. De plus, il paraît de plus en plus difficile à conserver ces valeurs amatrices, quand le rugby à 13, lui, est déjà passé professionnel depuis de nombreuses années et propose de réelles opportunités aux joueurs quinzistes, lesquels sont de plus en plus tentés, logiquement, de passer du 15 au 13. Le cul entre deux chaises, les dirigeants de l'IRB sont alors forcés de prendre une décision. Soit opérer un brusque revirement de situation en revenant à l'amateurisme pur, ce qui reviendrait entre autres à se replier sur soi-même et à conserver le rugby comme un sport d'élite, soit continuer sur sa lancée et proposer une véritable libéralisation du rugby. Le 26 août 1995, à Paris, le président de l'IRB de l'époque, Bernard Lapasset, annonce officiellement que le rugby à 15 et ses règles d'amateurisme sont désormais caduques. Vous vous en doutez, cette annonce ne va pas sans provoquer quelques remous parmi les plus conservateurs de ce sport. Mais ne leur en déplaise, le rugby à 15 ne fera plus jamais marche arrière. L'année suivante, le magnat des médias et milliardaire Rupert Murdoch investit des millions dans le rugby de l'hémisphère sud où sont créés le Tri-Series et le Top 12, ancêtres respectifs du Rugby Championship et du Super Rugby. Cette logique se poursuit partout sur la planète ovale, même si ça va un petit peu traîner la patte en Argentine, mais ça ce sera un autre sujet. Les joueurs peuvent désormais se consacrer à plein temps à la pratique sportive et leur corps s'étoffe tout comme leur staff. Les entraînements sont désormais quotidiens et les équipes attirent de plus en plus de sponsors. Le passage à l'ère professionnelle est arrivé et la tendance va s'accentuer au cours des décennies suivantes. Et comme vous le savez sûrement, certains clubs et bastions historiques du rugby ne vont pas survivre à cette transition. En France, des équipes de sous-préfecture comme Dax, Lourdes, Albi, Béziers et tant d'autres vont avoir de plus en plus de mal à joindre les deux bouts financièrement et à pouvoir exister au plus haut niveau. Le professionnalisme a aussi induit une modification de certaines règles pour rendre le jeu plus fluide, plus attractif et surtout moins dangereux pour les pratiquants, dont les corps ont très rapidement manié en masse musculaire et en puissance. Et dans le même temps, l'arbitrage se montre toujours moins tolérant à l'encontre des faits d'anti-jeu. Bon, après, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de se demander si le rugby c'était mieux avant ou pas, le but c'est pas de vous rendre nostalgique. Pour ma part, je pense que simplement c'était un rugby qui était différent de celui qui est pratiqué aujourd'hui, et le rugby d'antan avait ses travers, tout comme le professionnalisme d'aujourd'hui peut parfois tendre à dénaturer l'esprit du ballon ovale. Quoi qu'il en soit, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de mieux comprendre certains aspects de ce sport. Si c'est le cas, écrivez-moi un petit commentaire, lâchez un pouce bleu, mais surtout abonnez-vous, c'est hyper important. J'aimerais bien passer la barre des 30 000 abonnés avant la fin de l'année, je pense que c'est assez ambitieux, mais ça peut être réalisable si on s'y met tous. Aussi, si vous voulez, mais surtout si vous pouvez aller plus loin et que vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez cliquer sur le bouton merci ou aller sur ma page de Utip pour me laisser un petit pourboire. Et comme je le disais en intro, n'hésitez pas à me poser des questions pour que j'y réponde dans une vidéo FAQ. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.